Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bout de sa barbe. Il doit être à l'autre bout. Tu as trouvé ça tout seul? Et bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au film, sans doute l'un des films qui a fait le plus de bruit au moment de sa sortie, un de ceux qui aura connu le plus de matraquage publicitaire que j'ai jamais vu de ma vie. Tout Paris, et même la France, voire l'Europe à l'époque, étaient occupés par des affiches en taille réelle de tous les personnages du film. Du premier rôle au tout dernier rôle, tout le monde avait le droit à son affiche. Tout Paris était relooké aux couleurs du film à l'époque, et c'était très impressionnant à voir. Les bus, les panneaux d'affichage, tout le monde y avait droit. Impossible de passer à côté de la sortie de ce film. Il y en avait partout. Tout le monde disait que c'était le film le plus coûteux qu'on avait jamais fait en France et même en Europe. Un film qui allait concurrencer les grosses productions américaines. Avec un casting 5 étoiles, Clavier, Depardieu, Benigni, Michel Galabru, Pierre Palmade, Ariel Dombal, Laetitia Casta, toute nouvelle à l'époque. Sim, Daniel Prévost, Jean-Pierre Castaldi, Claude Pieplu, Michel Muller, tout ça dans un seul film. Est-ce qu'on avait déjà vu ça avant? Une super production coproduite par 9 sociétés de production différentes dans 3 pays, France, Allemagne, Italie. Pour la première adaptation en prise de vue réelle d'une BD qui s'est vendue à plus de 260 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est pour Falbala? Elle va le porter autour du cou avec une grosse chaîne? Une production qui aura nécessité la création de 800 costumes. Tous à des tailles différentes pour s'adapter aux 800 figurants ou acteurs qui allaient rentrer dedans. 650 perruques. Des costumes faits main par 30 personnes qui ont travaillé nuit et jour pendant 3 mois pour les confectionner. Mais également 450 ceintures. 7500 paires de chaussettes. Des bracelets en cuir ou en métal, les casques, les armures, ça aussi, tout à la taille de tous les figurants. C'est un boulot immense. 250 slips. En bref, c'était l'événement français et européen de l'année 99, un film qui va d'ailleurs dépasser en nombre d'entrées en salle Star Wars, la menace fantôme qui est sorti cette année-là. Bref, des moyens jamais mis en œuvre pour une production française ou franco-européenne. Et j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Mais on va en parler. Aujourd'hui, il sera question, vous l'avez compris depuis longtemps, d'Astérix et Obélix contre César. C'est parti. À ce stade, n'importe qui pouvait se demander, en 99, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu d'adaptation d'Astérix au cinéma en prise de vue réelle, au-delà des dessins animés qui sont sortis, avant. Combien sont-ils? Une cinquantaine, environ. Et nous? Nous ne sommes que 500. Et les plus jeunes d'entre vous qui pourraient tomber sur cette vidéo, et je vous en remercie, pourraient se poser la question de pourquoi est-ce que ça nous étonne aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, en 2022, un film en prise de vue réelle d'Astérix, c'est commun. Il y en a eu 4, il y en aura bientôt un 5e, qui m'inspire pas des masses, mais en 99, si on se remet dans le contexte, c'était complètement inédit, et ça hypait beaucoup de monde de voir pourtant une histoire qu'on connaissait tous par cœur prendre vie sous les traits d'acteurs qu'on connaît, comme Christian Clavier ou Gérard Depardieu. C'est César abruti. Tu me livres à Jules César, l'abruti, c'est toi! Moi je croyais que j'étais Obélus. Non mais merde. Bon. On était très curieux de voir ce que la version filmée pouvait apporter à une BD qui avait déjà fait ses preuves. La réponse, peut-être pas grand-chose. Le Astérix Mission Cléopâtre, c'est le plus connu de tous. Il y en a peut-être qui n'ont vu que celui-là d'ailleurs, parce qu'il a un peu éclipsé celui dont on va parler aujourd'hui, il faut quand même se le dire. Mais figurez-vous qu'il y a quand même eu plusieurs tentatives depuis les années 60 de donner vie à Astérix au cinéma, entre autres sous les traits de Louis de Funès, qui voulait jouer ce rôle, puisqu'il faut savoir que la BD est sortie en 59, pile au moment où juste avant qu'il explose, donc c'est forcément un rôle qu'il a envisagé, mais d'après ce que j'ai lu, il voulait le jouer sans avoir la moustache. Et honnêtement, je ne pense que ça n'aurait pas marché, même avec De Funès, pour la simple raison qu'on a besoin d'effets spéciaux qui n'existaient pas à l'époque pour donner vie aux bastons entre Gaulois et Romains, où les Romains sont éjectés, même dans la BD, du cadre, et ce qui fait que tu peux pas faire ça sans être ridicule avant au moins les années 90 et même fin d'année 90.
Et c'est Thomas Langman, le fils de Claude Berry, qui va avoir l'idée, à partir de 92, de donner vie à Astérix au cinéma, en passant du coup par son père, qui va passer par Claude Zidi, qui va passer par les détenteurs des droits, une longue machine à mettre en route pour qu'on puisse avoir le droit de le faire dans l'esprit d'origine, ce qui n'est pas facile à faire. Ces Gaulois sont vraiment que des sauvages. Des sauvages! Et 3 conditions ont été décidées avec les détenteurs des droits, que ce soit respectueux de l'œuvre originale, c'est normal, qu'il y ait la mise en œuvre de moyens importants pour que le film ne fasse pas cheap, et d'attribuer le rôle d'Obélix à Gérard Depardieu, et là-dessus, je dois dire que je n'imaginerai plus jamais quelqu'un d'autre jouer Obélix que Depardieu. Fatality. Mais comme Depardieu était pris à ce moment-là, dans l'année 94, dans le tournage des Anges Gardiens, avec Christian Clavier, cela repousse la production à 96 au minimum. Et en ce qui concerne le personnage d'Astérix, Christian Clavier était certes envisagé à cause de son succès dans Les Visiteurs et dans Les Anges Gardiens, mais après Les Anges Gardiens, il allait se lancer dans le projet des Visiteurs numéro 2, ce qui fait que cette fois-ci c'est Clavier qui n'est pas disponible, d'où la possibilité de faire tourner à la place Daniel Auteuil, qui va longuement y réfléchir avant de décliner l'offre et d'aller vers autre chose, ce qui permet à Christian Clavier de finir le tournage des Visiteurs 2 et de valider sa participation à Astérix. Mais ils ont le sens du rythme, hein? La distribution tout entière, de même que toute l'équipe globale du film, des costumiers aux effets spéciaux, sera donc originaire des 3 pays, France, Allemagne, Italie, ce qui nous permet d'avoir entre autres Gottfried John, qu'on avait vu dans GoldenEye dans le rôle d'un des méchants, ou Roberto Benigni, qui attendra de finir le tournage de La Vie est belle, un magnifique film, pour qu'il puisse s'engager dans ce nouvel Astérix, dans ce nouveau projet, dans cet énorme projet, en tout cas dans cette promesse qu'on allait en avoir pour notre argent. Nous ne supportons pas la vue des traîtres dans la famille. Hein, Brutus? Oui, c'est vrai. Tu as raison, papa. Entre les droits artistiques à payer, les décors monstrueux, on va en parler qu'il fallait créer pour le film, le salaire des acteurs, vu qu'ils sont nombreux, chacun a son cachet. Les nombreux costumes, les armures, toutes les personnes qu'il fallait payer qui étaient à la confection, les effets spéciaux, les droits. Astérix et Obélix contre César va du coup se révéler être le film le plus coûteux jamais produit à l'époque. Si je vous dis que ce film a coûté 42 millions d'euros, vous seriez en droit de dire que c'est rien, et que c'est presque moitié moins qu'Astérix aux Jeux Olympiques, qui est une purge absolue. Donc l'argent que tu amènes n'est pas forcément synonyme de succès ou d'explosion à l'écran. On l'a vu récemment avec la vidéo sur les Visiteurs en Amérique. Le tournage commencera le 2 février 1998 à Munich, pour le tournage des scènes du cirque, scène qui a nécessité l'emploi de 500 figurants pour jouer le public romain, et près de 400 araignées ont été d'ailleurs utilisées, mêlées à de fausses araignées en images de synthèse afin d'accroître visuellement le nombre. A noter que Christian Clavier va devoir réellement à certains moments manipuler de vraies araignées, ce qui l'a amené à longuement hésiter avant d'accepter de jouer ce rôle, parce qu'il savait qu'il allait devoir se confronter à des migales et même à des serpents, plus de 40 serpents utilisés dans le film, des serpents que Christian Clavier va réellement tenir dans ses bras. Les crocodiles étaient également réels, sauf un en animatronique, celui qui manque d'attraper la jambe d'Astérix à un moment donné, et était particulièrement ingérable sur le tournage, n'en faisant qu'à leur tête. 2 éléphants étaient également présents, pour des scènes assez risquées, où Gérard Depardieu devait réellement saisir 2 cornes, 2 ivoires, je sais, avant de laisser la place à un mélange d'animatronique et d'images de synthèse, pour simuler la fameuse scène vendue longtemps par les producteurs à son public, la fameuse scène de l'éléphant, planté sur ses propres cornes à la verticale. Oui, des ivoires, je sais. Pour moi, c'est des cornes. Une véritable prouesse à l'époque pour une production européenne. Après Munich, le tournage se poursuit à 50 km de Paris, dans le plus grand studio d'Europe, 4000 m² tout de même, qui hébergera durant 17 semaines le fameux village gaulois, créé de toutes pièces, le choix étant fait de ne pas subir d'aléas avec la météo et la lumière en construisant par exemple le village en extérieur. Compte tenu du peu d'espace dans le studio de la Ferté-Alais en Essonne, les maisons seront très proches les unes des autres,
afin de rationaliser l'espace. 16 maisons seront ainsi créées, plus ou moins les unes sur les autres, et recouvertes de 1000 m² de véritables chaumes. Afin de simuler le ciel, une toile de 250 mètres de longueur sur 20 mètres de haut sera étendue en arrière-plan pour représenter le ciel. 250 ouvriers et 50 fournisseurs furent nécessaires pour concevoir ce village de A à Z. Sans compter les 6000 m² de pelouse naturelle à arroser chaque jour, et à la simulation du soleil qui nécessitera 3 500 000 watts d'éclairage. Aujourd'hui, avoir besoin d'autant d'énergie par les temps qui courent, ça aura été risqué pour la production. Certaines prises de vue en extérieur, notamment les scènes de combat, ont été tournées à Rambouillet, où l'équipe a dû affronter les nombreuses tiques présentes dans les hautes herbes, alors que l'équipe tournait dedans toute la journée. Lors de la fin des prises de vue, en mai 98, alors qu'il se rendait au tournage situé à Rambouillet, Gérard Depardieu a alors eu un accident de moto, ayant fait un véritable vol plané de quasiment 20 mètres, mais s'écrasant par miracle sur de l'herbe au bord de la route plutôt que sur le bitume. Il s'en sortira avec seulement quelques côtes cassées, mais le rendant indisponible pour le tournage durant environ 40 jours. La scène du tournage du festin, scène de fin de film, sera donc reportée d'autant de jours afin d'attendre le rétablissement de l'acteur. Les nombreux effets spéciaux nécessaires pour le film seront réalisés par la société Dubois à Paris, société également occupée à l'époque par les effets spéciaux d'Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, et qui avait également pris en charge les effets spéciaux des Visiteurs. 65 personnes se consacreront d'ailleurs au trucage des 250 plans à effet du film, soit 12% du long métrage au total, le film comportant 1500 plans, ce qui n'est pas excessif pour un film du genre. Pour les costumes et les maquillages, 1h30 seront parfois nécessaires pour les perruques, les barbes ou les costumes. De gros moyens sont également investis sur la bande originale du film, signée Jean-Jacques Goldman, assisté par 80 musiciens de l'Orchestre Symphonique de Londres. Alors là, à ce niveau-là, je n'ai jamais ressenti une telle envergure dans le projet de la bande originale de ce film qui m'est passé complètement au-dessus. Le film bénéficiera également, comme évoqué en intro, d'une très forte exploitation en salle, le film étant distribué dans pas moins de 780 cinémas, un record pour l'époque, encore un autre, et totalisant ainsi plus d'entrées que Star Wars La Menace Fantôme cette année-là, avec près de 9 millions de spectateurs, ainsi que 16 millions d'entrées dans le reste du monde. 9 millions finalement, quand tu vois les moyens injectés là-dedans, je pense que c'était suffisant pour rentabiliser le film, mais je pense qu'on attendait peut-être plus, peut-être même le double, se rapprocher de La Grande Vadrouille par exemple, que ce qui a été fait. En tout cas, vous l'aurez compris, grosse machine, grosse production, 250 slips. mais également immense attente de la part du public, dont moi à l'époque, qui avait 15 ans. Parce que toutes les infos que je vous ai données, sur toutes les statistiques, les chiffres, le budget, les costumes, c'était des informations qu'on nous avait saupoudrées, communiquées à l'époque, pour nous rendre curieux d'aller voir la grosse production européenne. Donc quand on allait en salle de cinéma voir Astérix, je me souviens parfaitement m'être dit que j'allais voir un film d'un genre que je n'avais jamais vu. Peut-être le plus drôle que j'avais jamais vu de tous les temps, après Les Visiteurs 1 et Les Visiteurs 2 qui m'avaient bien fait marrer. Étant un petit peu naïf à l'époque, je me suis dit que plus il y avait de budget et plus il y avait de moyens, et plus j'allais me fondre la gueule. Il y a quelques films comme ça que j'ai vus, comme Les Bronzés 3, où j'étais tellement sûr en y allant de passer un des meilleurs moments de ma vie que je m'étais programmé à l'idée que j'allais bien me marrer, même si je savais rien du film, et même si je savais pas ce que les critiques en disaient. Le film commence, tu commences à essayer de rigoler, limite à te forcer un peu, parce que tu te dis, allez, ça doit être marrant, tous ces moyens, et puis le film passe, et puis tu rigoles pas tant que ça, voire tu rigoles pas du tout, tu souris de temps en temps, et puis j'avais remarqué que la salle, d'un point de vue global, elle se régalait pas. C'était une salle assez calme, sauf à certains moments où tu avais des tout petits rires. Des rires d'enfants, parce que les enfants étaient un peu plus bon public que les adultes. Par exemple, quand le rocher tombe sur Astérix et Obélix au début du film. Le ciel nous tombe sur la tête. Idéfix fait un petit bond. Waouh, effets spéciaux, magnifique. Bah, ça a amusé le public parce que, effectivement, c'était le genre de choses qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, ce qui a l'air de rien. Mais mis à part ça, c'était la seule chose, la seule scène sympa où on pouvait se réfugier pour essayer de sourire un peu. Parce que le film passe, il est long, il y a des longueurs, tu comprends pas forcément où ils veulent en venir, parce que t'as plusieurs morceaux de plusieurs BD qui sont raccrochés les unes les autres. T'as l'histoire du devin qui vient un petit peu de n'importe où. T'as l'histoire de Panoramix qui se fait enlever dans sa confrérie de druides, c'est une BD également. T'as l'histoire de Détritus. Tu sais pas vraiment tout de suite que c'est lui le méchant du film, mais t'y viens peu à peu. Et puis le film se termine
tu te dis que t'as passé comme un bon moment, mais que c'était pas non plus le film de ta vie. C'était le film de la vie de personne, je pense, ce film-là. Vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous. Mais on a quand même, pour certains, applaudi. Parce qu'on a reconnu tous, un peu gênés, que les moyens qu'il y avait dans ce film, ils se voyaient. On les voit dans les costumes, dans les décors. Même si le décor du village fait très carton-pâte. Même si les effets spéciaux, tellement vendus à l'avance, font parfois un peu cheap, parce qu'il y a des incrustations qui sont ratées. Et au final, tu te dis que c'est un film chargé à 150% de moyens pour 70% d'efficacité. Vous voyez le truc ? 70% d'efficacité, c'est pas si mal. C'est un film moyen bien, que je regarde toujours avec plaisir, mais quand je vois tout ce qu'on a dû mettre dedans pour ça de résultat, je me dis qu'il y a un gros gâchis, un gros potentiel qu'on n'a pas exploité dans ce film-là. Et que le film suivant fera beaucoup mieux. Et tu te rends compte quand tu réfléchis à 2 secondes, que donner vie à une BD, si le film ne prend pas de risque de s'éloigner de la BD, ou très peu, tu peux te demander quel intérêt d'avoir fait ça. Si c'est pour faire la même histoire, mais avec plus de moyens, parce que pour donner vie à des dessins, il faut une grosse production, et ben pourquoi ne pas rester sur le dessin animé, qui nous apportait déjà énormément. Quand je regarde les 2 films qu'a fait Astier en dessin animé, ils sont bien au-dessus de cet Astérix contre César. Tu as une liberté visuelle par l'animation beaucoup plus large qu'un film où tu es obligé de mettre des effets spéciaux de dingue pour essayer de rivaliser avec quelque chose qui était dessiné. Et puis le casting, il est immensément riche. Mais pareil, c'est un piège. Plus t'es nombreux à te partager des rôles sur 1h50, moins t'as la place de caser ta réplique ou tes répliques quand on a 2 ou 3. C'est une chance dans ce film-là, parce que la plupart des seconds rôles, tu les vois 1 minute 30 chacun, pas plus, 2 minutes, parce que t'as pas le temps. Donc en fait, ils sont tous là, mais c'est de l'affichage. Ils sont là juste pour être sur les affiches, et dans le film, ils sortent leurs répliques, et ils se cassent. J'aurais aimé que le film prenne plus de risques avec les anachronismes. Les anachronismes, c'est propre à Astérix. J'en ai noté 2 dans le film, quand ils disent « Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis, et à combler le trou de la sécu. » Ça, c'est sympa. Comme Galabru qui demande à César « Est-ce qu'on pourrait pas être exonéré de la fiscalité sur les entreprises ?» C'est des petits trucs comme ça où tu te dis « Voilà, ils font un petit parallèle à notre époque à nous. » Mais c'est trop léger, ce que le 2e Astérix Mission Cléopâtre fera encore une fois beaucoup plus. Mais le film fait vraiment l'effort d'essayer de nous montrer cette ambiance de village qui reste réussie, mais certains acteurs sont quand même particulièrement bien choisis, et c'est un vrai régal juste de les voir, même s'ils parlent pas, dans ce rôle-là. Sim, c'est H. Kalonix, c'est exactement le même. Ariel Dombal, c'est pas mal aussi dans le rôle de sa femme. Galabru en a par raccourcix, c'est très bien. Depardieu en Obélix, je ne veux personne d'autre dans ce rôle-là. Mais en revanche, carton rouge, allez, on va dire carton jaune, pour Claude Pieplu, dont c'est le dernier rôle, mais dont la direction dont il a été l'objet en tant qu'acteur est très mauvaise. Ce Panoramix-là, celui qui est surexcité, je sens sa présence. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Les dieux nous viennent de ton aide. C'est tellement surjoué, mais c'est pas la faute de l'acteur, dont malheureusement c'était le dernier rôle. Il a été dirigé comme ça, pour donner de l'énergie, mais Panoramix, c'est pas ça, c'est pas lui. Au contraire, dans le 2e film, Claude Rich est exactement le Panoramix que j'imaginais. Alors j'ai peut-être tort de l'imaginer comme ça, mais pour moi, Panoramix, c'est pas un surexcité. Prenez le rôle aussi d'Assurance Tourix, le barde joué par Palmade. Il y a Palmade. Il a un seul gag dans le film, et dans la BD, c'est qu'il chante très mal. Mais quelle est cette idée? Qui a eu cette idée de le faire, non pas chanter, mais crier avec ce cri strident qui ne sert à rien, mis à part leur faire tous boucher les oreilles? C'est ce genre de petits détails où il essaie d'être drôle sur tout, et où ça prend absolument jamais sur moi. Si encore il avait un cri comme ça, parce qu'il avait bu la potion magique. La potion magique, chez Obélix, ça lui donne des aptitudes un peu exceptionnelles. S'il souffle, il souffle très fort, il peut même brailler comme un animal. Alors pourquoi pas, si Assurance Tourix boit la potion, peut-être que s'il crie, ça fait un cri surhumain que les Romains pourraient ne pas supporter. Ils auraient pu utiliser ça, vous voyez, une idée qui vient comme ça, qui a beaucoup plus de sens selon moi. Ils auraient pu utiliser ce pouvoir-là, au moment où ils sont assiégés dans le village vers la fin du film, pour retarder les Romains qui essaient d'entrer. Tu donnes la potion Assurance Tourix qui crie, et qui repousse tout le monde avec son cri. Plutôt que de le faire crier comme ça naturellement,
Personne n'a une voix comme ça. C'est complètement ridicule. Mais c'est pas le problème principal du film. Le problème principal du film, il tient en 2 mots. Il m'énerve! Il m'énerve! Tu m'énerves, Obélix! Clavier, Christian. Ah, est-ce reconnu? Alors attention, je critique pas l'acteur, parce qu'il a été dirigé comme ça. De nous balancer la montagne sur la figure! Voilà! Alors ils ont commencé à rouler un énorme rocher! Il sortait des Visiteurs 1, des Anges Gardiens, des Visiteurs 2. On peut comprendre qu'il soit encore en mode jacquard-jacouille. Mais jouer Astérix, c'est jouer un rôle chiant. Astérix, c'est un moralisateur. C'est quelqu'un qui tape du pied. C'est quelqu'un qui est pas très content, qui est malin. Mais quand tu prends des personnages principaux de BD, dans Tintin, c'est pas Tintin le personnage qui est intéressant. C'est Trifon, c'est Haddock. Dans Astérix, c'est Obélix. On s'en fout d'Astérix. Donc tu peux pas te servir de ce rôle-là comme d'un rôle où tu veux te montrer et jouer un rôle comique. Astérix n'est pas drôle. C'est pas un rôle qui fait rêver, Astérix. C'est vraiment un rôle... C'est un avatar, presque. C'est un avatar du spectateur qui va se prendre pour un héros. Mais il n'a rien d'intéressant à jouer. Donc je pense que c'est pour ça que Christian Clavier en a fait quelque chose de très énergique, de très surjoué, d'énormément surjoué. Je plaisante! Oh, c'est pas drôle, hein? Mais ça va, marche normalement, je t'ai dit que je plaisantais! On sait jamais. Mais comme disait De Funès, et comme le dit surtout Astier qui le dit très bien, il n'existe pas d'en faire assez ou d'en faire pas assez, il suffit d'être juste ou de pas être juste. Et Clavier, dans ce film, puisqu'il joue le rôle de Jacouille Jacquard, n'est jamais juste en Astérix. Alors que Roberto Benigni, qui passe beaucoup de temps aussi à crier entre guillemets, Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Et de la mienne, pas la même occasion! Moi? il est juste. Il est infâme du début à la fin. Ce personnage est extraordinairement drôle. Il est tombé dans une embuscade tendue par les Gaulois. Et tu es encore en vie, hein? Dans sa mauvaiseté, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, vous auriez compris. Tu es au courant? Tu es au courant? C'est à toi que je parle, Détritus! C'est à moi, Détritus, et parle César! Et la façon dont il s'en sort à la fin, où il arrive à dire à César qu'on a toujours besoin d'un pourri au pouvoir. Réfléchis, hein? On a toujours besoin de quelqu'un de noble quand on est au pouvoir, non? Bah ça renvoie un bon coup à la politique actuelle et même à la politique depuis toujours. C'est ce genre de dialogue que j'attendais dans le film, durant 1h30, 1h40 ou 1h50 qu'il dure, parce qu'il est assez long, c'est d'avoir une critique, parce qu'Astérix le fait souvent, de la société avec des anachronismes, où on parle de nous aujourd'hui. Lui aussi, petit bonhomme devenait jeune franche, avec possibilité de défiscalisation pour les entreprises. Là, tu exagères, Gaulois. Puis d'ailleurs, si je reviens sur Détritus, le film s'appelle Astérix et Obélix contre César. Alors là, le film commence comme ça, c'est vrai. Peut-être que c'est un titre qui est là pour te tromper et te donner une surprise, comme quoi ce n'est pas lui le vilain de l'histoire, au contraire même. C'est sympa de voir César contraint de collaborer avec ses Gaulois contre Détritus, qui veut tout le pouvoir, qui veut tout prendre pour lui. Détritus, encore une fois, c'est lui le personnage que je retiens le plus de cet Astérix. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Encore une chose qui m'a gêné, la potion magique. Il a fallu des mois pour faire les effets spéciaux, du déformation de visage, mais il y a un gros moment gênant dans ce film. C'est très bizarre, c'est très gênant. Mais à la limite, ça me donne une idée là, vous voyez, en direct. Si jamais la potion, dans la version du film, donnait une espèce de dépendance, où plus tu en bois, plus tu en veux, quitte à ce que ce soit mauvais pour la santé, ça aurait justifié le film. La potion magique, t'en as besoin pour battre les Romains, et à force de boire toujours la même, tu as une accoutumance qui justifie pourquoi Astérix, ou Depardieu, trouve ça tellement bon qu'on dirait qu'il est en train de... Je veux pas dire le mot, j'ai pas envie de me faire couper. Mais c'est des petits moments comme ça, c'est des petits passages qui te sortent du film, et tu as du mal à y rentrer parce qu'il y a tellement de longueur qu'au bout d'un moment, tu regardes ça, tu laisses passer, tu trouves que c'est bien fait pour l'époque, mais t'en sors pas mort de rire, t'en sors pas en ayant l'impression que t'as vu le film de ta vie, tu en sors au mieux en te disant que t'as été bien diverti pendant 1h40, mais on avait le droit d'en attendre plus, avec autant de moyens. Mais est-ce que c'est vraiment une question de moyens? Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Astérix Mission Cléopâtre,
Évidemment, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, on en parlera bientôt, mais ne brûlons pas les étapes, ce sera le sujet d'une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur Astérix et Obélix contre César. J'ai pris les informations majoritairement dans le bonus du DVD, qui est très bien fourni, avec un très beau documentaire sur les coulisses du tournage. Je vous invite à les visionner en entier si vous voulez en savoir plus sur le film. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, de cliquer sur le bouton like, de mettre un commentaire, juste pour dire... Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois... Coucou, c'est moi. Oh merde. Prenez soin de vous. Ciao.